Bien, alors on s'était arrêté lors de la vidéo précédente sur le fait que l'utilisation généralisée de la torture ainsi que l'engagement massif de près de 1,5 million de soldats, dont énormément d'appelés, c'est-à-dire de jeunes de 18-20 ans qui faisaient leur service national, allait finalement diviser de plus en plus l'opinion française, hein, qui au début était plutôt en faveur de l'Algérie française, puis petit à petit va se détacher de son attachement à ce territoire et puis souhaiter finalement que la France se débarrasse de l'Algérie et du problème algérien. Et donc sur la question de l'usage de la torture, hein, je vous avais fait voir ce texte de cet universitaire français, hein, qui lui s'insurgeait de l'utilisation de la torture, comparant celle-ci à l'utilisation qu'avaient fait de la torture les nazis et notamment leur police politique, la Gestapo, pour torturer les résistants français. Euh, L'armée, hein, va l'utiliser massivement, comme je vous ai dit. L'armée également a des pouvoirs de police, hein, notamment lors de la bataille d'Alger, hein. On voit, hein, ici, ce sont des militaires qui, avaient des détecteurs anti-mines, vont passer au scanner des femmes voilées pour vérifier si ce ne sont pas, entre guillemets, des porteuses de bombes, parce que souvent les femmes étaient utilisées comme porteuses de bombes. Donc, pardon, je me suis trompé. Il y a aussi des personnes qui vont justifier la torture, comme par exemple ici ce prêtre aumônier. Donc les aumôniers, c'est-à-dire sont des religieux qui sont attachés au bataillon militaire, hein. Donc ce prêtre qui s'appelle Louis Delarue, qui était aumônier dans une division parachutiste, donc une division choc, on va dire, une division expérimenté, justifie l'utilisation de la torture, hein, en disant que l'armée française est dans une guerre d'un type nouveau qui a fait face au terrorisme, et vous voyez, c'est écrit en gros, hein, dans toute sa lâcheté, dans toute son horreur. C'était l'objectif était d'annihiler une entreprise d'assassinat organisé généralisée, et il justifie l'utilisation de la torture par le fait de devoir protéger efficacement les innocents. Euh, mais par contre, pour lui, on peut torturer à condition de ne pas prendre au hasard un passant, le premier venu, et d'essayer par la violence de lui extorquer l'aveu d'une culpabilité dont on prétend le charger, sans avoir recueilli par ailleurs aucune véritable preuve. Ce qui sous-entend que certains militaires français le faisaient, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de la torture entre guillemets gratuite, sous prétexte qu'on considère son adversaire comme un inférieur. Après, il justifie l'utilisation de la torture en disant ce que je vous expliquais tout à l'heure, entre deux mots, faire souffrir passagèrement un bandit pris sur le fait et qui d'ailleurs mérite la mort en venant à bout de son obstination criminelle par le moyen d'un interrogatoire obstiné, ça sous-entend, entre faire souffrir passagèrement un terroriste en le torturant parce qu'il possède des informations capitales, et d'autre part laisser massacrer des innocents que l'on sauverait si, de par les révélations de ce criminel, on parvenait à anéantir le gang, il faut sans hésiter choisir le moindre, un interrogatoire, mais il précise sans sadisme, ce qui sous-entend qu'il y avait des militaires qui faisaient preuve de sadisme, hein, mais efficace. Alors le sadisme, ça pouvait être par exemple l'utilisation de ce qu'on appelait la gégène, hein, c'est-à-dire des batteries électriques, hein, dont les câbles étaient branchés directement sur les parties génitales des hommes comme des femmes. Ça pouvait être l'utilisation de viols pour faire parler les hommes comme les femmes. Donc certains militaires ont véritablement fait preuve de sadisme et ne torturaient pas, entre guillemets, pour obtenir des informations capitales. Alors, autre justification de la torture, après avoir vu un prêtre aumônier, là c'est un appelé. Donc c'est intéressant parce qu'un appelé, c'est donc, je vous ai dit, c'est un jeune, hein, guère plus âgé que vous, hein. Vous avez 17-18 ans, et bien c'était quelqu'un qui a. Le service militaire, on le faisait une fois qu'on était adulte, jeune adulte, donc 18-19 ans. Donc imaginez, vous êtes un garçon là dans la classe, et bien vous partez dans un an faire la guerre. Mais la vraie guerre, hein, pas la guerre sur Call of Duty ou un jeu sur la PlayStation. Et donc voilà, il explique comment il a vécu sa guerre d'Algérie en fait, et comment finalement on rentre dans la violence alors que, au demeurant, vous n'êtes pas forcément quelqu'un de violent, hein. Tous ceux qui ont pratiqué la torture n'étaient pas forcément nés pour pratiquer la torture, n'étaient pas des gens sadiques dès la naissance qui décapitaient des oiseaux et torturaient des petits lapins, quoi.
Donc il l'explique, il dit: «Des suspects sont arrêtés. Les grands moyens sont employés avec l'arrivée d'un spécialiste qui s'attaque au suspect». Bon, celui qu'on appelle un spécialiste, c'est-à-dire un spécialiste de la torture, c'est-à-dire quelqu'un qui va bien secouer le suspect pour qu'il avoue. Jusqu'ici, quelques coups de poing, deux ou trois gifles, des menaces. Bon, ça déjà, l'appelé, il voit ça, ça le choque un peu, mais bon, il se dit, ça reste soft. Ces méthodes soulèvent la nausée, donc ça donne quand même envie de vomir. Donc vous voyez que l'appelé, il n'est pas animé par des sentiments forcément très négatifs au début vis-à-vis en tout cas des Algériens, puisque ça lui provoque la nausée. Donc ça ne correspond pas à son mode de pensée. Et la protestation de ceux qui l'ont vu. Donc ceux qui voient le spécialiste de la torture torturer un Algérien protestent. Donc il y a des soldats français qui protestent, qui disent nous ne sommes pas des assassins, disent les appelés. Mais vous savez de quoi les rebelles sont capables? Leur répond-on. Donc là, c'est plutôt quelqu'un qui est en Algérie depuis longtemps, hein, qui combat depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Ils ont exécuté trois amis de la France. Sous-entendu, trois pro-France ou trois combattants français. La compagnie voisine a eu deux tués dans une embuscade, le saviez-vous? Alors on parle d'efficacité, de sauver des vies humaines, ce qu'expliquait tout à l'heure l'aumônier, donc le prêtre. La vôtre peut-être, ceux qui protestent sont déjà moins nombreux. Tous s'imaginent la gorge ouverte, la fatigue et la peur commencent à agir. Alors quelques-uns bousculent un peu un arabe, on frappe un suspect, c'est l'escalade. Et en fait, là, c'est juste qu'en train de résumer et d'expliquer un appelé, en fait, comment on peut basculer, et c'est pour ça que nous sommes en 2021, donc nous allons juger avec notre mode de pensée de 2021. Mais ni vous ni moi n'avons jamais fait la guerre. Et Dieu merci, même si je ne sais pas pourquoi j'en appelle à Dieu. En tout cas, merci. J'espère que nous ne participerons jamais à aucune guerre, parce qu'on ne sait pas finalement ce qu'on deviendrait. On peut arriver en étant totalement pacifiste et voir de telles horreurs. Bien sûr que si vous combattez et que vous avez votre sœur que vous retrouvez décapitée avec les organes génitaux dans la bouche, bon, ben, le premier ennemi qui vous tombe entre les mains, ben, vous avez peut-être envie de vous venger, quoi. Et alors bien sûr qu'après on peut revenir aux causes en disant les Français n'avaient rien à faire en Algérie, etc. Bien sûr, ça c'est le fond du problème. Mais une fois que vous êtes dedans, d'autant plus ces jeunes là, ces jeunes qui venaient de France, qui venaient du Limousin, qui venaient de, je sais pas moi, du fin fond de la Creuse, du fin fond de la Marne, des quatre coins de la France, qui se retrouvaient dans un territoire qu'ils ne connaissaient pas du tout. Forcément, quand vous êtes dans l'armée, vous êtes dans un régiment, donc il y a un esprit de corps qui est très important. Vous êtes très proche de vos camarades. Oui, si vous retrouvez votre camarade la tête tranchée, avec les yeux crevés ou arrachés, bon, bah, ça suscite votre colère. Et vice-versa, évidemment, une fois que vous allez vous venger sur un Algérien, eh bien évidemment, ça va susciter la colère des amis et de la famille de l'Algérien qui a été tué. Et donc, c'est l'engrenage de la violence, c'est-à-dire attentat, torture, vengeance, nouvel attentat, torture, vengeance, et on ne se sort pas de cela. Et donc ici, vous avez, pour illustrer la torture, hein, vous avez l'interrogatoire d'un membre du FLN qui a été mené par des parachutistes français, hein. Donc on voit ici un parachutiste qui lui montre une photo, et lui, le membre du FLN, hein, on voit, il a les pieds et les mains liés. Et là, par contre, on ne sait pas trop ce que fait l'autre parachutiste. Il tient quelque chose dans sa main. Alors, est-ce que c'est un stylo? Est-ce que... Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, c'est une photo, hein, donc ça ne nous montre pas vraiment d'acte de torture. Mais ce qu'on appelait la question hein, pouvait passer évidemment par l'usage de la force. Alors, pour illustrer le fait que certains Français s'opposent à la guerre en Algérie et à la torture, hein, on a des manifestations pour la paix qui étaient organisées en France, hein, par exemple comme ici à Gennevilliers, dans la banlieue parisienne, en juillet 61. Donc, on voit hein, à bas la guerre et le colonialisme, solidarité avec la jeunesse algérienne pour la paix en Algérie. Donc, vraiment, l'opinion française était de plus en plus divisée. Et la jeunesse, notamment, se mobilisait, notamment la jeunesse de gauche, hein, notamment communiste, se mobilisait contre la guerre d'Algérie, contre l'occupation française en Algérie et souhaitait que les Français quittent l'Algérie et que l'Algérie devienne indépendante. Et certains Français n'ont pas hésité à faire ce qu'on appelle les porteurs de valises, c'est-à-dire collecter des fonds pour la cause algérienne et ensuite que ces fonds soient transférés vers l'Algérie pour que les combattants algériens puissent acheter des armes, de la nourriture, etc. Donc, suite à cet engrenage de la violence, va être nommé au sein de la 4ème République un nouveau président du Conseil qui s'appelle Pierre Fimelin.
qui lui est plutôt favorable avec une solution négociée avec l'Algérie. Donc là, l'idée de la solution négociée pour les partisans de l'Algérie française et notamment les pieds noirs qui vivent en Algérie, ça apparaît vraiment comme une provocation, quoi. Ils ont l'impression d'être trahis, abandonnés par la métropole et ça entraîne leur colère. Du coup, il y a des manifestations massives à Alger le 13 mai 1958 qui va provoquer un véritable soulèvement. Donc des partisans du maintien de l'Algérie française manifestent avec le soutien de l'armée pour s'opposer à l'investiture comme président du Conseil de Pierre Fimelin, qui lui voudrait donc dialoguer avec le FLN. Et ces manifestants à Alger, appuyés par l'armée, souhaitent le retour de De Gaulle au pouvoir. Et du coup, il y a, comme on peut le voir ici en une de l'Humanité, l'Humanité c'était le journal du Parti communiste français, alerte aux fascistes, coup de force à Alger du général Massu, donc ce général qui dirigeait la bataille d'Alger, et des ultras, donc les ultras ce sont ceux qui sont en faveur de l'Algérie française et qui ont adressé un ultimatum au président de la République et qui souhaitent le retour de De Gaulle au pouvoir. Donc là vraiment la 4ème République elle est au bout du rouleau, le peuple des pieds noirs en Algérie se révolte avec l'appui de l'armée, donc on est pas loin d'un coup d'État. Donc De Gaulle, il est appelé par le peuple en colère en Algérie, qui souhaite donc le retour du sauveur de la France, celui qui avait sauvé la France et libéré la France finalement à l'aide des Alliés évidemment, hein, de l'occupation allemande. Et donc finalement, le général de Gaulle fait une conférence de presse le 19 mai 1958, donc une conférence de presse, c'est-à-dire qu'il s'adresse à la presse et il répond à des questions qui lui sont posées par des journalistes. Et donc il fait le constat de la situation en Algérie, hein, il dit qu'en Algérie, il y a une population tant française de souche pardon, que musulmane, qui depuis des années est dans la guerre, les meurtres, les attentats, et cette population constate depuis que cela dure que le système actuel établi à Paris ne peut pas résoudre ces problèmes. Donc De Gaulle fait le constat de la situation conflictuelle en Algérie et surtout le fait que la 4ème République ne peut pas résoudre ces problèmes. Et donc, il justifie finalement le soulèvement de cette population en disant comment voulez-vous qu'à la longue, cette population dans la fièvre où elle est ne se soulève pas. Elle voit à Paris les crises succéder aux crises, donc là, c'est une critique directement de l'instabilité ministérielle. Indéfiniment, les mêmes représentants des mêmes partis se répartir, se mélanger dans les mêmes postes ministériels sans qu'il en sorte jamais quelque chose de net, de précis et d'efficace. Donc là, clairement, De Gaulle, qui détestait la 4ème République et qui avait quitté, entre guillemets, qui s'était mis en retraite du pouvoir en 1946 parce qu'il n'était pas d'accord avec la constitution de la 4ème République, là, il poignarde définitivement la 4ème République. Là-dessus, un journaliste lui pose la question que tous avaient envie de lui poser. Certains craignent que si vous reveniez au pouvoir, vous attentiez aux libertés publiques. Ce qui veut dire clairement que certains ont peur que De Gaulle fasse finalement un coup d'État, vu que c'est, n'oubliez pas, c'est quand même un ancien militaire, c'est un général. Parmi ces certains, on verra, il y a un opposant politique qui s'appelle Pierre Mendès France, et Charles de Gaulle lui répond dans une formule très célèbre est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Ça, il parle de 1944, hein, quand il est revenu au pouvoir en France, du moins quand il est venu au pouvoir en France plutôt. Et y ai-je une seconde à tenter jamais? Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Et il est vrai qu'il ne se comportera pas comme un dictateur, mais comme un président fort. Donc, parmi les personnes qui craignent ce coup d'État, eh bien, vous avez un personnage comme Pierre Mendès France. Alors, qui est Pierre Mendès France? C'est un ancien résistant hein, qui avait été proche de De Gaulle, plusieurs fois député, ministre, puis président du Conseil, notamment entre 1954 et 1955. Alors, lui, il critique les dysfonctionnements de la 4ème République, son impuissance, il critique sa soumission aux intrigues, hein, comme il le dit pardon, dans ce document, et à ce qu'il appelle les groupes d'intérêt, mais il plaide pour le maintien d'une république parlementaire. Donc il veut toujours une république où le Parlement finalement a le rôle le plus important, ce qui est le cas de la 4ème République avec sa constitution. Il s'oppose au retour de De Gaulle.
notamment dans un contexte insurrectionnel, hein, qui a lieu en Algérie.